la chance d'avoir un autre conférencier, un nouveau conférencier, que nous a amené Étienne. Je voulais qu'il le présente, mais Étienne c'est un grand timide. C'est pour ça qu'il est au fond. Je vais laisser tout simplement le conférencier se présenter lui-même. Il suffit de mettre. D'accord. Eh bien, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Alors, je suis ravi d'être là et d'abord faire deux remerciements. Le premier, c'est, alors, je dirais Étienne et Lydia ou Lydia et Étienne. Par courtoisie, Lydia d'abord. Mais pour leur dynamisme, je les ai rencontrés à Toulouse lors de leur passage. Et ils m'ont proposé de venir et de parler de ce livre qui est sorti chez Fayard en juin. Et donc j'ai accepté, mais bien volontiers, c'était avec grand plaisir. Et Étienne m'a biberonné depuis Bordeaux jusqu'ici, c'était super. Alors, qui suis-je? Donc je m'appelle Jean-François Becker. Je ne vais pas vous raconter forcément tous les diplômes, etc. Rapidement, je suis docteur en astrophysique. Je travaille avec Françoise Combe, qui est académicienne des sciences. Je suis conférencier, je suis aussi conférencier en planétarium, je travaille à la Cité de l'Espace. Je donne des cours à l'école Supaéro, l'école d'ingénieurs, sur le thème de la cosmologie et de la philosophie, les grands enjeux philosophiques de l'espace, du temps, l'origine du cosmos, voire de l'univers. Mais ça ne va pas être le thème de ce soir. Le thème de ce soir, c'est l'émerveillement. Il pleut, vous êtes venus, l'idée, c'est d'essayer de se reconnecter avec le cosmos et de trouver dans l'astrophysique, en général, une source d'émerveillement qui existe, qui est réelle. Alors vous êtes un club d'astronomie, donc vous avez l'habitude de voir des merveilles dans le ciel. Peut-être pas tous avez-vous l'habitude de connaître plus astrophysiquement ce que c'est que ces merveilles. Et donc c'est un peu l'idée de cette conférence. Alors, on commence par cette photographie, ça peut-être vous parler un peu plus, tous les astrophotographes qu'il y a dans la salle. Donc ça, c'est une photographie très spectaculaire qui a été faite par un ami qui est en Afrique du Sud. Elle a été en réalité prise en Namibie. On voit des aloès en premier plan, et puis on voit la Voie lactée, qui est majestueuse et qui s'étend à travers le ciel un peu comme un vaste arche de lumière. On voit même... Je ne sais pas si j'ai... On n'a pas de laser. On voit même les nuages de Magellan sur le côté, hein, les deux petites galaxies irrégulières satellites de la nôtre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce titre? Pourquoi? Alors c'est aussi le titre du livre, hein, qui est Le Sahara vient des étoiles bleues. C'est un titre volontairement poétique qui fait peut-être penser un petit peu au Petit Prince, éventuellement. Et la question est de savoir si, au-delà de son éventuel côté joli, tout est relatif, est-ce que c'est vrai astrophysiquement? Et je vais vous en faire la démonstration. C'est-à-dire que le Sahara vient des étoiles bleues, astrophysiquement, ça veut dire que oui, l'élément naturel, tel que par exemple le silicium qui forme le sable, est synthétisé est fabriqué dans une classe d'étoiles particulières qui sont des étoiles massives, dont la couleur de surface est le bleu. On verra pourquoi c'est bleu plutôt que rouge ou jaune. Donc des étoiles massives, et en fait c'est même plus large que ça, c'est nous-mêmes provenant en grande partie de ces étoiles, dont on verra qu'elles fabriquent un grand nombre d'éléments naturels, pour ainsi dire tous. Alors, on voit aussi d'autres choses dans ce ciel. On voit que c'est un ciel qui est constellé d'étoiles. Un ciel particulièrement pur, évidemment sans lumière. Alors combien on peut voir d'étoiles à l'œil nu? On voit souvent dans les livres des chiffres peut-être un peu trop élevés. En réalité, en conditions de planétarium, on peut voir, avec des yeux normaux, jusqu'à 10 dixièmes, environ 1800 étoiles, véritablement. Pas 2000, 3000, 1800 étoiles visibles. On en voit déjà un grand nombre, autant bien sûr dans la voûte nord que dans la voûte sud. Donc voilà, notre plan est tracé. L'idée c'est de connaître mieux les étoiles,
mieux leur fabrication, la fabrication des éléments naturels dans les étoiles, et ensuite on va embarquer tous ensemble pour un voyage. L'idée c'est de faire un tour du cosmos. L'idée c'est que vous sortiez de la salle ce soir, et sans que vous soyez théoricien ni physicien théoricien, l'idée c'est que vous sortiez avec une bonne idée de ce qu'en astrophysique on pense être la façon dont l'univers se structure, comment il s'organise. On va aller vers les très grandes structures. Alors, les étoiles, vous êtes peut-être tous familiers avec les étoiles. Alors, les étoiles, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est parmi les objets naturels les plus beaux qui existent. Les plus beaux dans le sens où les étoiles sont des équilibres. Les étoiles, ce sont des sortes de funambules qui marchent sur un fil tendu entre la masse, la gravité, et le fait que quand une étoile est chaude, comme vous le savez, ce qui est chaud se dilate, eh bien, l'étoile est en équilibre entre la dilatation de ces gaz. Une étoile, c'est à la base, elle se forme de l'hydrogène, l'élément le plus simple de l'univers, le tout premier de la table des éléments naturels, que vous avez tous en tête, hein, depuis la seconde. Je vais vous faire, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire des rappels. Le tout premier élément, c'est celui qui est le plus abondant, largement, dans le cosmos. 99% de toute la matière lumineuse visible dans le cosmos, c'est de l'hydrogène. Une fraction est de l'hélium. Après, le reste, c'est de la poussière. Et donc, les étoiles, c'est essentiellement de l'hydrogène. Les étoiles sont donc des corps extrêmement massifs qui ont tendance naturellement à se recroqueviller dû à leur masse. Une étoile, c'est des millions de fois plus massif que des planètes. Donc, elles ont une masse énorme. La masse les fait tomber sur elles-mêmes, littéralement, puisque c'est un corps massif. En contrepartie, une étoile, du fait qu'elle tombe sur elle-même, elle est aussi de plus en plus dense. Si elle est dense, peut-être que vous vous rappelez encore de vos cours de seconde, plus c'est dense, plus c'est chaud, et à un moment, cette chaleur est suffisante pour commencer un certain type de réaction qui font que ça va se mettre à briller. Et donc, du moment que ça brille et que c'est chaud, ça se dilate et ça contrebalance le fait qu'elles ont tendance naturellement à s'écraser. Donc, véritablement, les étoiles sont des funambules. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir comme ça? Qu'est-ce qui existe comme classe d'étoiles? Eh bien, les étoiles se classifient en fonction de leur masse, de leur taille, et en réalité, on a un spectre qui n'est pas toutes les couleurs. Ça, c'est assez étonnant. C'est que pour la première constatation, et on peut voir pratiquement ça à l'œil nu, hein, un peu de choses près, c'est que les gammes de couleurs, qui sont en fait la température à la surface de l'étoile, passent du rouge au jaune vers le bleu. Peut-être que ça vous fait des souvenirs. C'est exactement le comportement d'un chalumeau. Guère plus, guère moins. Un chalumeau à basse température est rouge, voire il émet beaucoup de son énergie encore un peu avant, dans l'infrarouge. Et si vous montez en température, ça passe vers le jaune, et si vous montez encore, ça passe vers le bleu. C'est exactement ça, une étoile. Une étoile se comporte comme ce qu'on appelle un corps noir en physique. C'est quelque chose qui rayonne, et la température à la surface dépend donc de sa couleur. La couleur parle et donne beaucoup d'informations sur la température. Alors, petites et grosses étoiles, on va voir un peu le rapport tout à l'heure. Mais donc, une étoile, pour retenir, une étoile est un funambule qui tombe sur lui-même et qui, en même temps, puisqu'il est chaud, dilate ses gaz. Et une étoile ne va pas faire que ça. Le fait que ce soit un mécanisme si fascinant, une étoile, c'est que ce n'est pas juste un funambule, c'est que en produisant de l'énergie, par sa chaleur, les tout petites particules, les tout petits atomes, les noyaux d'hydrogène, des protons, un proton, vont finir par s'accoler, puisque l'étoile est très dense, et qu'il se balade, et que la température fait que les atomes se baladent de plus en plus vite. Ils finissent par se rencontrer. Deux atomes d'hydrogène qui se collent
ça forme un nouvel élément naturel. C'est l'hélium, le deuxième élément. D'accord? Ceci, c'est pas très compliqué, il n'y a pas besoin d'être un grand physicien. Ça s'appelle de la fusion nucléaire. À ne pas confondre avec de la fission, qui fait fonctionner nos centrales. On n'a pas encore domestiqué la fusion, c'est dommage, on s'y met. C'est évidemment l'énergie la plus propre et la plus efficace qui existe. Cette fusion de l'hydrogène pour former de l'hélium, c'est une réaction finalement très simple, et c'est ça qui fait fonctionner notre Soleil, et c'est ça qui fait fonctionner 90% des étoiles que vous voyez dans le ciel. C'est ce qu'on appelle des étoiles de la séquence principale. C'est donc la fusion du tout premier élément, ce qui compose l'étoile majoritairement, l'hydrogène. Cet hydrogène, une étoile comme le Soleil, chaque seconde, le Soleil transforme 600 millions de tonnes d'hydrogène chaque seconde en 596 millions de tonnes d'hélium. Donc il en manque 4 millions de tonnes. D'accord? Qu'est-ce que ça devient ces 4 millions de tonnes à votre avis? Chauffer. Le jour, qu'est-ce que c'est? Exactement. Vous vous souvenez tous de cette magnifique formule, la plus simple, la plus connue dans le monde. E égale mc2. La différence de masse, c'est 4 millions de tonnes. Vous multipliez ça par la vitesse de la lumière au carré, vous obtenez de l'énergie rayonnée. Donc, c'est très simple. E égale mc2, vous avez une application directe. C'est ce qui fait qu'une étoile émet des photons, c'est-à-dire de la lumière. Donc, un peu la petite conclusion philosophique de cette affaire. C'est qu'une étoile transforme son élément principal, de l'hydrogène, en élément un peu plus complexe, l'hélium, donc fabrique des éléments naturels de plus en plus complexes, et en même temps produit de la lumière. Donc finalement, on a une sorte de double mécanisme. On pourrait se demander si dans d'autres cosmos, on n'aurait pas uniquement des choses qui font de la lumière et pas des éléments naturels. Nous, on a les étoiles, celles qu'on voit dans le ciel, fabriquent des éléments de plus en plus complexes et en même temps de la lumière. C'est une chance, c'est donc des doubles usines. Des usines à matière et de la production de lumière. Est-ce que l'étoile va s'arrêter à l'hélium, le deuxième élément de la table de Mendeleïev? Non. Du moins, ça va dépendre de sa masse. Une étoile, voici en jaune. Bon, c'est une étoile comme le Soleil, c'est censé représenter une étoile de la gamme, du spectre du Soleil. Les petites rouges en haut sont les étoiles les moins chaudes. Rouge, c'est la température la plus basse des chalumeaux. Jaune, vous montez un peu en température. C'est de l'ordre de 5 à 6000 degrés en surface. Au centre, c'est environ 10 à 15 millions de degrés. Et jusqu'aux étoiles bleues. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait un rapport entre la taille et la température? Eh bien, en fait, c'est relativement simple. Plus une étoile est grosse, plus elle est chaude, c'est du fait que sa densité est plus grande. Donc, vous avez beaucoup plus de réactions, des réactions thermonucléaires beaucoup plus vastes. Donc, les étoiles, ce qui est intéressant sur ce schéma, c'est de voir que les petites étoiles s'arrêtent à l'hélium, c'est-à-dire qu'elles fournissent, on les voit, donc ça veut dire qu'elles émettent de la lumière, mais que ces petites étoiles, qui sont largement en majorité dans le ciel, 9 étoiles sur 10 sont des petites étoiles rouges, comme ça. Elles ne fabriqueront pas autre chose que de l'hélium toute leur vie, parce qu'elles n'ont pas assez de température à l'intérieur d'elles-mêmes pour combiner d'autres éléments, pour continuer après l'hélium. Les étoiles un peu plus chaudes, comme le Soleil par exemple, eh bien lui, il va continuer, c'est-à-dire que l'hélium, quand il n'aura plus d'hydrogène, l'hélium, il n'y aura plus que de l'hélium, par exemple, eh bien, qu'à cela ne tienne, l'étoile va se rabrouer, se raccourcir sur elle-même, sa température va monter, et l'hélium lui-même va se combiner
pour former un élément supplémentaire. Par exemple, le carbone, le 6e élément, celui qui est si important pour la vie. Et une étoile comme le Soleil n'a pas les conditions, n'a pas la masse suffisante pour monter en température et produire autre chose que du carbone. Donc finalement, tout ce qu'on observe dans la nature, après le carbone, pour vous faire un petit rappel, le 7e élément, c'est de l'azote. Le 8e élément, c'est de l'oxygène. Fluor, néon, magnésium, aluminium, silicium, le 14e. Jusqu'au 26e, le fer. Ces éléments ne proviennent que d'un type d'étoile uniquement. Des étoiles massives bleues. Ces étoiles sont très rares. Les très grosses étoiles, les massifs bleus, c'est une étoile sur 100 000. Et je suis en train de vous dire, vous avez bien compris, que les éléments naturels tels que l'oxygène que nous respirons maintenant, le fer qui est dans nos globules rouges, provient d'une étoile sur 100 000. Vous n'avez pratiquement pas, vous avez très peu d'étoiles bleues, des étoiles de ce type visibles dans le ciel. Il y en a relativement peu. Il y en a quelques-unes, mais peu. En fait, ce sont les plus brillantes, donc effectivement, il y a un biais. Donc finalement, c'est encore elles qu'on voit pas mal, mais il y en a relativement peu. Donc deux choses à retenir. 1. Les seules usines de matière dans le cosmos sont les étoiles. Tous les éléments après le carbone proviennent forcément d'une étoile. Le moindre atome de fer provient forcément d'une étoile. Et vous allez me dire, vous avez peut-être plusieurs questions en regardant ça. Vous allez me dire, mais l'hydrogène et l'hélium, d'où est-ce que ça vient, puisque c'est ça qui forme les étoiles? Eh bien, ça vient du tout début du cosmos. Dans le cosmos ancestral, au moment du Big Bang, qui est le moment où le cosmos a commencé à s'étendre, eh bien c'est là que, et on va y revenir un peu plus tard, c'est là que provient cet hydrogène dont toutes les étoiles se forment, et puis les galaxies, et puis l'ensemble de ce qui est visible dans le cosmos, provient de cet hydrogène primordial. Il y a aussi de l'hélium formé à ce moment-là. Mais on sait que le cosmos n'a pas pu former tous les autres éléments naturels de la Terre. Il n'y a pas un atome de carbone qui ait pu être formé au moment du Big Bang, puisque à ce moment-là, le cosmos était en train de se dilater, et qu'en fait, on sait qu'à cause du taux de dilatation, il s'est refroidi beaucoup trop vite. Je vous rappelle qu'il faut des très hautes températures pour faire que les noyaux se rencontrent et forment des éléments naturels. Le cosmos était trop froid. Le cosmos n'a formé, globalement, que de l'hydrogène et de l'hélium. Donc, les éléments naturels tels que l'aluminium, le silicium, le fer, proviennent tous des étoiles. Il faut vraiment que ce soit clair pour vous. Seules les étoiles fournissent de la matière dans le cosmos. Seules elles ont les capacités de fabriquer la matière complexe, c'est-à-dire au-delà du carbone. Conclusion, vous n'êtes pas venus pour rien, puisque vous comprenez bien maintenant que vous êtes véritablement les enfants des étoiles, et même de pas n'importe lesquelles, en grande majorité des grandes et des vastes étoiles bleues, les étoiles si rares. Ce qui fait de vous des gens très rares. Si jamais vous déprimez, souvenez-vous, vous êtes des enfants de supernova. Alors ici, on a quelque chose qui répond peut-être à une question que vous vous êtes posée en voyant le précédent slide, feuille. Qu'est-ce qui peut bien produire les éléments au-delà du fer? Parce qu'il y en a un sacré paquet. En réalité, il y a 92 éléments naturels. La table de Mendeleïev en comporte un peu plus, environ 110 actuellement. Mais du 92e au 110e, ce sont des éléments artificiels instables, des éléments de laboratoire. Dans la nature, il n'y en a pas. Globalement, la nature s'arrête à l'uranium, pour faire simple. Le 92e élément. Très bien. Mais au-delà du fer, il se passe quelque chose de très, très spectaculaire
au niveau astrophysique. En fait, le fer a une propriété très très étrange. Il se trouve que le noyau de fer, donc le 26e élément, ce noyau est composé de 26 protons et puis d'une trentaine de neutrons. C'est un hasard, mais géométriquement, ces neutrons et ces protons s'assemblent pour faire une sorte de cristal, de noyau ultra stable, ultra solide. Les forces qui lient, les forces de cohésion qui lient ce noyau de fer font que le fer est extrêmement difficile à fusionner. Alors pourquoi c'est un élément très spécial? Eh bien c'est que justement, on a vu qu'il fallait des très grosses étoiles pour fabriquer quelque chose de plus complexe que le carbone. Donc des étoiles très grosses, très massives. Typiquement 8, 10 fois, 15 fois, 30 fois la masse du Soleil. Le Soleil, je vous le rappelle, il arrête au carbone, c'est sûr. Voire même, pas évident qu'il arrête au carbone. Donc ces étoiles très très grosses, très massives, elles synthétisent les éléments au bleu clair jusqu'au fer. Et qu'est-ce qui se passe au fer? Le fer, donc, on en arrive à un moment où l'étoile, donc, a transformé d'abord tout son hydrogène en hélium, tout son hélium en carbone, tout son carbone en oxygène, tout son oxygène en silicium. Le sable, c'est en fait de l'oxygène, c'est de l'air. Et puis le silicium va se combiner pour arriver jusqu'au fer. Donc l'étoile, à ce moment-là, de quoi elle est faite? C'est comme une pelure d'oignon. On a un cœur de fer. Juste autour, on a un cœur de silicium, et puis un cœur d'oxygène, et puis une enveloppe de carbone, et puis de l'hélium. L'hydrogène a disparu, il a été transformé. Donc ça s'appelle une structure en couche. C'est un oignon. L'étoile est un oignon. Et ce qui se passe, c'est que donc, la température au centre, elle est maximum pour le fer. Elle ne peut pas monter. Et le fer, à ce moment-là, c'est un élément qui, au lieu de produire de l'énergie, c'est le tout premier, au lieu de fusionner et de produire de l'énergie, ce qui fait que l'étoile va continuer à rayonner, va continuer à pouvoir étendre son gaz pour contrebalancer sa masse, qui n'a pas changé depuis le début. La masse de l'étoile, une étoile, par exemple, je vous ai dit, ça perd 4 millions de tonnes par seconde, mais c'est rien. Pour l'étoile, c'est un zéphyr. C'est rien. Donc, température maximum. Et quand une étoile en arrive au fer, subitement, le fer, c'est l'élément qui demande de l'énergie au lieu d'en donner. Donc l'étoile, quand elle arrive au fer, il lui faut beaucoup d'énergie. Elle est à température, elle est de l'ordre de 4 milliards de degrés au centre. Il faut que ça continue. Le bûcher, il faut l'alimenter. Il faut qu'on lui mette des bûches, en gros. Et ce qui se passe, c'est qu'au lieu de mettre des bûches, elle en rend quand elle arrive au fer. Vous êtes en train de comprendre que le fer fait que le moteur se grippe subitement. Subitement, ça veut dire qu'une étoile, typiquement, une étoile comme le Soleil vit de l'ordre de 10 milliards d'années, une étoile jaune. Les étoiles rouges, les toutes petites, qui s'arrêtent à l'hélium, c'est 200, 300 milliards d'années. Quelquefois même, ça peut aller jusqu'à 800 milliards. D'accord ? Plus les étoiles sont petites, plus elles durent longtemps, parce qu'elles consomment très peu. Les étoiles, donc, plus les étoiles vont être massives, plus elles consomment énormément. Il faut qu'elles tiennent leur masse. En gros, il faut qu'elles tiennent leur foyer. Il faut mettre énormément de bûches pour que ça fonctionne, pour faire simple. Hein. Et donc, voilà, on est dans une gamme ici où les étoiles, donc, typiquement, les étoiles rouges, des centaines de milliards d'années, les jaunes, une dizaine de milliards d'années de vie, dizaines de milliards d'années à transformer patiemment de l'hydrogène en hélium. Actuellement, c'est ce que fait notre Soleil. Quand vous voyez le matin, vous regardez le Soleil, il transforme de l'hydrogène en hélium. On reçoit la lumière, et de l'hélium est fabriqué chaque seconde. D'accord ? Les bleus vont fabriquer pas que de l'hélium, ils vont fabriquer tous les éléments par couche à l'intérieur d'elle-même. Une étoile bleue vit plutôt de l'ordre de 10 millions d'années. Un facteur 1000. Les étoiles bleues, c'est James Dean de l'espace. Ça vit très fort, très vite. Pardon pour l'image. Et donc, typiquement, alors je vais revenir peut-être sur ce slide, mais c'est plutôt intéressant de regarder ça. Qu'est-ce qui veut nous intéresser là-dedans? Donc c'est les âges de vie
et les temps caractéristiques. C'est vraiment fascinant. C'est que donc, les étoiles, en général, vous voyez une étoile comme le Soleil, ici, l'étoile jaune, ça se lit comme ça de gauche à droite. Hein. Donc les petites étoiles rouges, les étoiles jaunes de la masse du Soleil environ, les étoiles deviennent blanches et puis bleues, et les très grosses étoiles sont nettement bleues. Ça suit le chalumeau. Basse température, montée, enfin, entre guillemets basse. Hein. Donc je vous ai dit, les étoiles, les rouges là, elles fabriquent tranquillement de l'hélium à partir de leur hydrogène. Elles émettent de la lumière pendant 800 milliards d'années. Une étoile comme le Soleil, nous sommes à mi-vie, hein. Il a 5 milliards d'années, il en a à peu près autant à vivre. Hein. Et puis les étoiles bleues ici, celles qui fabriquent pratiquement la grande majorité des éléments naturels dont nous sommes composés, je vous expliquerai pourquoi en fait. Vous êtes en train de comprendre qu'on vient d'une ancienne étoile. C'est astrophysique. Donc de l'ordre de quelques millions d'années. Et regardez ce qui est vraiment fascinant, c'est que donc, la deuxième ligne, ça vous dit juste que certaines étoiles ne sont pas capables de fabriquer des éléments naturels parce qu'elles n'ont pas assez de masse, donc pas assez de température. Donc une étoile rouge ne fabriquera jamais plus que de l'hélium. Le Soleil va fabriquer les derniers 200 millions d'années de sa vie du carbone. Et va s'arrêter, il va stagner dans le carbone et puis exploser en nébuleuse planétaire. On verra ça plus tard. Les étoiles bleues, regardez la dernière colonne, c'est qu'à partir des étoiles de l'ordre de 20 fois la masse du Soleil, que de l'oxygène va se former. Et regardez en combien de temps l'oxygène se forme. C'est plus des millions d'années. L'oxygène se transforme en silicium, on a la réaction là, pour ceux que ça intéresse, dans les 16 derniers mois de l'année d'une étoile. 16 derniers mois de vie. Et une étoile de 20 masses solaires ne fabriquera pas du fer. Le fer provient uniquement des étoiles les plus massives. 30 fois la masse du Soleil, elles sont rares. Ces étoiles-là fabriquent le silicium du sable. Les 6 derniers mois de sa vie, elle a vécu 5 millions d'années au total. Et en combien de temps elle fabrique du fer en combinant, en fusionnant du silicium les toutes dernières heures? Ça se comprend parce que quand elle en arrive au fer, l'étoile, c'est là qu'elle devient vraiment exsangue. Le fer la bloque, parce que le fer demande de l'énergie, donc quand elle est au fer, c'est les tout derniers moments de sa vie. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de comprendre quand vous regardez ça? Vous êtes en train de comprendre que ce que vous pensiez être des éléments naturels, n'importe lesquels, allez, votre couteau en fer, là, à moitié rouillé dans votre cuisine. Ce couteau en fer, il provient directement des étoiles les plus massives et les dernières heures de la vie de cette étoile. C'est pas n'importe quoi. Une vieille carcasse rouillée de voiture sur le bord de la route, c'est en réalité un reste de supernova. Et le silicium du sable, alors, par rapport au titre du livre. Le silicium du sable, il commence à être fabriqué par ce type d'étoile, ici. Il provient de la fusion d'oxygène. Je vous ai dit tout à l'heure, le sable, finalement, quelque part, c'est de l'oxygène transformé. Quand vous marchez sur du sable l'été, c'est en réalité de l'oxygène transformé. Et c'est les derniers mois de vie d'une étoile. Donc finalement, la prochaine fois que vous vous baladerez sur une plage, et Dieu sait qu'il y en a à Royan, en manipulant du sable, dites-vous que ce sable provient d'une ancienne étoile bleue bien avant, qui était là, qui a existé bien avant que le système solaire se forme, qui a synthétisé patiemment ces éléments, tous les éléments, graduellement, jusqu'au silicium, qui a donné les grains de sable, jusqu'au fer, qu'elle a expulsé tous ces éléments à sa mort dans le milieu interstellaire, dans l'espace, et que lorsque le système solaire s'est formé, ils étaient déjà là. Le Soleil n'est pas capable de les fabriquer. C'est pas lui, on le sait. Le Soleil n'a rien à voir avec le sable. Le Soleil est incapable de fabriquer du silicium. Il ne peut pas. Il n'y a pas la masse. Le moindre des grains de sable sur la plage, ici à Royan, provient d'une ancienne étoile bleue qui était là bien avant la naissance du système solaire. Nous, nos atomes de fer dans nos globules rouges proviennent d'une étoile massive bleue, les dernières heures de sa vie,
Encore une fois, ces atomes de fer proviennent bien avant la naissance du système solaire. Ça, c'est quelque chose que la majeure partie d'entre nous ne savent pas ou ont oublié. Mais c'est véritablement une véritable féerie des éléments naturels, quand on observe et quand on comprend le cosmos. Donc le fer, c'est bon, je pense que vous avez tous compris que c'est un élément très particulier. Il se passe en réalité quelque chose. Je vous ai dit un mot important. Je vous ai dit supernova. Qu'est-ce que c'est supernova? Supernova, c'est juste un nom pour dire qu'il y a un événement dans la vie des étoiles. Les étoiles ici de 20 fois, 30 fois la masse du Soleil, il y a un événement dans leur vie, c'est quand elles arrivent au fer, c'est catastrophique pour elles. Elles n'ont que quelques heures à vivre parce que le fer demande de l'énergie, c'est-à-dire qu'elles ne tiennent plus leur structure, c'est-à-dire qu'elles subitement, dans l'étoile, le moteur s'arrête. Il n'y a plus d'énergie produite. Alors que l'étoile, sa masse est énorme. Alors ce qui se passe, c'est que l'étoile commence à se recroqueviller. En se recroquevillant, sa température monte, elle se redilate. Elle se recroqueville, elle se redilate. Des ondes gravitationnelles notamment sont lancées partout dans la structure de l'étoile. Toutes les structures de l'étoile, le fer au centre, juste au-dessus, autour du fer, le silicium, autour du silicium, l'oxygène, et puis le carbone, toutes ces structures d'oignons explosent littéralement. C'est ça une supernova. Une supernova, c'est juste l'explosion des plus grosses étoiles. On en a très peu, encore une fois. C'est vraiment intéressant de dire que, je vais vous redire un peu en termes de statistiques, de ce qu'on voit. Dans la Voie lactée, autour de nous, donc on voit à l'œil nu, certes, 1800 étoiles, mais si on regarde sur des échantillons un peu plus gros, de quelques millions d'étoiles, on sait que globalement, 90% des étoiles sont les rouges, là, les 0,3. Environ 6 à 7% sont des jaunes, et puis 2%, et puis 1%, et puis 0,0001%. Quand je vous ai dit que vous étiez rare, je vous ai un atome de fer, pour faire simple, c'est les dernières heures de vie de ces étoiles, et ces étoiles, il y en a une sur 1 million. Donc vous voyez que la carcasse rouillée d'une voiture en fer, c'est pas rien. Donc, la supernova, eh bien c'est le moment, on revient là, où l'étoile, en explosant, donc sa température augmente de manière incroyable. Initialement, lorsque l'étoile commence à palpiter et à ne plus tenir sa structure parce qu'elle en arrive au fer, qu'elle a quelques heures à vivre, au centre, c'est environ 4-5 milliards de degrés. Lorsqu'elle se transforme, lorsqu'elle explose, et que toutes ces couches sont expulsées dans le milieu interstellaire, nous on en vient donc, hein, vous avez bien compris, la température monte de l'ordre jusqu'à l'ordre de 100 milliards de degrés. C'est des températures de début de cosmos. C'est les températures typiques quelques fractions de seconde après le Big Bang. Juste un endroit du cosmos, juste les étoiles sont capables de faire ça. Certaines étoiles très massives. Et dans cette embrassement d'étoiles, il y a plein de neutrons qui sont expulsés un peu partout, qui sont capturés par les éléments qui sont ici. Ces neutrons se collent aux éléments qui sont encore présents dans les couches, qui sont en train d'être volatilisés. Il y a un peu de magie, un peu à la Harry Potter, parce que quand un neutron se colle, normalement le neutron, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça ne fait pas changer la nature de l'élément. Par exemple, vous prenez un atome d'hydrogène, c'est juste un proton. Vous avez tout le souvenir de ça? Un proton avec un électron autour, ça c'est un atome d'hydrogène, c'est le plus simple. Si vous lui collez un neutron, ça ne devient pas un nouvel élément naturel. Ça fait un isotope. Ça devient du deutérium. Vous avez entendu le nom, d'accord, deutérium. Et ça ne change pas sa nature. Et bien là, ce qui va se passer, c'est que ça va changer la nature des éléments. Parce qu'il y a une force qui fait que le neutron se transmute. J'ai bien dit transmutation, hein, ça fait un peu alchimie. Il se transmute en proton. Et c'est un proton de plus, c'est là que ça change l'élément. Donc le fer, plus un neutron, le neutron se transforme, ça fait un proton de plus, et là le fer devient du cobalt.
le nickel, le cuivre, le zinc, etc., tous ces éléments sont en fait des noyaux essentiellement de silicium, globalement, qui ont pris des neutrons, les neutrons se sont transformés et changent la nature de l'élément. Et c'est comme ça que la supernova, en explosant, fabrique tous les autres éléments naturels graduellement. En combien de temps? En une fraction de seconde. Quand avant je vous ai montré le tableau où il fallait des millions d'années, ou bien des mois pour fabriquer le silicium, ou des heures pour fabriquer le fer, et bien là, c'est de l'ordre de la seconde. Conclusion, le plomb, par exemple, 82e élément, qui est un élément pourtant pas noble, a priori, eh bien il provient de la dernière seconde d'une supernova. Le zinc, l'arsenic, gallium, molybdène, donc tous ces éléments naturels. Alors on va juste arrêter sur, juste un tout petit peu sur le fer. Parce que le fer, c'est vraiment rigolo. Ce qui se passe, c'est que quand la supernova explose, donc toutes ces couches sont expulsées dans l'espace, plein de neutrons se collent à des éléments de nouveau sont fabriqués, et en fait ce qui se passe, c'est que la température est telle que tout ce fer-là, il disparaît. En astrophysique, on dit qu'il est photodissocié. Tout le fer se transforme en neutrons. Il n'y a plus de fer. Alors vous allez me dire, bah oui, mais alors du coup, vous avez raconté des cracks avec les carcasses de voitures en fer, etc. D'où est-ce qu'il provient véritablement le fer qu'on a? Si tout ce fer-là, il a été entièrement dissocié. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un second fer. Le fer qu'on manipule vraiment tous les jours, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, lui il est dissocié. Quand une étoile explose. Le second fer, c'est le fer qui est fabriqué à partir du silicium, de l'ancien silicium, et des protons, des neutrons, pardon, qui sont collés, qui se sont transmutés et qui ont refait du fer. Le fer qu'on manipule aujourd'hui, c'est un fer reconstitué de silicium, c'est dans la seconde partie de vie de l'étoile. Le tout premier fer a disparu. Donc nos cuillères, nos couteaux en fer, c'est la dernière seconde, même pas les dernières heures, parce que celui-là, il n'y en a plus. C'est celui issu de la dernière seconde de l'explosion d'une supernova. Alors je trouve que ça redonne beaucoup de poésie à la nature, aux éléments naturels. C'est-à-dire des éléments naturels qu'on trouve sans noblesse, en réalité, l'astrophysique nous dit l'inverse. Nous-mêmes, alors indépendamment du hasard ou pas, qu'on soit là, qu'on ait pu apparaître dans le camp d'histoire du cosmos, nous sommes issus d'éléments qu'il a été relativement compliqué de fabriquer. Il a fallu des étoiles très massives, véritablement rares, pour arriver à développer une complexité des éléments naturels qui après ont fait une complexité de la chimie, puisque plus il y a d'éléments, plus il y a de combinatoires, plus il y a de combinaisons possibles. Donc voilà ce que nous dit l'astrophysique. Alors je pense qu'on va, ici, donc vous avez l'explication du titre, c'était une sorte de biais pour dire que le silicium du sable, le silicium du Sahara, ou d'ailleurs de n'importe quel sable, provient d'antiques étoiles bleues, sans doute pas une, sans doute que dans le passé de la galaxie, il y a eu au tout début beaucoup de jeunes étoiles très massives, bleues, qui ont fabriqué tous ces éléments, qu'ils ont diffusés dans l'espace interstellaire, et dans l'espace interstellaire, après maintenant il y a des petits grains de silicate, des petits grains de fer, et lorsque des planètes se forment, par exemple comme la Terre ou comme Mars, etc., elles se forment à partir de ces grains. Mais ces grains sont fabriqués par des étoiles aujourd'hui mortes. Alors, on va faire un petit récapitulatif un peu sur la vie et la mort des étoiles. C'est sans doute connu de vous, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça mérite un petit... Puisqu'on parle beaucoup d'étoiles, autant vraiment en parler. Ce tableau se lit de gauche à droite. Et en fait, il ne dit pas autre chose que quelque chose d'assez simple. Ce tableau dit que
la vie, c'est-à-dire l'apparition d'une étoile et la mort d'une étoile, ne dépend que d'une seule chose. C'est en réalité un tout petit peu plus compliqué, mais de la masse de l'étoile à la base. Quand une étoile provient d'un nuage d'hydrogène et d'hélium qui était tout petit, qui par exemple se met grâce à, par exemple, une supernova à côté de ce nuage, déclenche une rotation de ce nuage, au centre de ce nuage, il y a une sorte de grumeau qui se forme, qui se condense, qui s'effondre sur lui-même à cause de la gravité, et qui finit par se contrebalancer en commençant ses premières réactions. Ça devient une étoile. Si ce nuage est extrêmement petit, de l'ordre d'une fraction de la masse du Soleil, ms c'est la masse du Soleil, eh bien ça n'est pas grand-chose. Une naine brune, c'est en fait quelque chose qui n'a même pas commencé à éclairer. Une naine brune, il n'y a pas de réaction de fusion en réalité dans une naine brune. Disons que le cycle n'est pas complet. Et puis ici, la deuxième ligne, c'est la majorité des étoiles, ce qu'on appelle des naines rouges. Vous savez, les fameuses étoiles qui vivent des centaines de milliards d'années. On ne va pas forcément aller dans tous les détails, parce que j'avais envie de vous parler de plein d'autres choses en fait. Mais pour faire simple, elles terminent en naines blanches, ce sont des résidus. C'est vraiment de la cendre. Il n'y a plus de réaction nucléaire dans les naines. La troisième ligne, ben ça vous intéresse, moi aussi, c'est celle du Soleil. C'est pas uniquement une étoile comme le Soleil provient d'un nuage compris entre voilà, la moitié de la masse du Soleil évidemment, et puis 8 fois à peu près. Notre Soleil, dans 3,5 environ milliards d'années, il aura épuisé son hydrogène. Là, quand il est géante rouge, il n'y a plus que de l'hélium. Et du coup, il gonfle. Il gonfle parce que l'hélium est moins performant en termes de réaction. Donc il contrebalance plus... Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, et à la fin, tout à la fin, notre Soleil, c'est ce qui va devenir, une nébuleuse planétaire. Vous en connaissez tous, puisque vous êtes astronome. Nébuleuse de l'Avenir, pour le citer qu'elle. On a plein d'autres. Hein. C'est lorsque la géante rouge, à la fin de sa vie, donc il n'y a plus que de l'hélium, peut-être un peu de carbone, peut-être un petit peu des traces d'oxygène, donc ne tient plus sa structure, donc toute son enveloppe extérieure est diffusée dans l'espace, et au centre, elle se recroqueville, le noyau se recroqueville en une naine blanche, comme au-dessus, sauf que ça donne évidemment plein de gaz très colorés. Souvent c'est symétrique, au centre on a une naine blanche et puis plein de gaz tout autour qui rayonnent. C'est une nébuleuse planétaire. Alors ce qui va plus nous intéresser pour notre propos, c'est les lignes 4 et les lignes 5. Globalement, c'est les lignes sur les bleus, sur les géantes bleues, celles qui fabriquent tous les éléments naturels, tous, dont nous sommes issus. Hein. Ce sont ces étoiles-là, rares, très massives. Et la différence entre les deux lignes, c'est véritablement ce qui va vraiment devenir d'elles. Donc les deux types vont devenir des supernovas. Sauf que la première ici va se terminer en ce qu'on appelle un pulsar, qui est une étoile à neutrons en rotation très rapide sur elle-même. On peut les voir si elles sont dans notre ligne de visée, si les émissions radio sont dans notre ligne de visée, c'est un pulsar. Et puis surtout la toute dernière ligne, qui est la dernière façon de vivre pour une étoile. Il n'y en a pas d'autres qu'on connaisse. Donc une étoile finalement a 5 façons de vivre, de naître et de mourir. Il n'y en a pas 10, 50 ou 100, il n'y en a que 5. Et ces étoiles-là finissent en trou noir, si vous connaissez tous le nom, c'est dans toutes les revues maintenant les trous noirs. Eh bien, un trou noir, fondamentalement, c'est une ancienne étoile massive effondrée. Maintenant, quand vous allez lire trou noir dans les revues, c'est des étoiles d'environ, c'est pas exactement connu, mais d'environ 25 fois la masse du Soleil, ou plus, qui ont donc explosé et dont le cœur est encore trop massif et finalement tombe sur lui-même en permanence, sans s'arrêter. C'est ça un trou noir. Un trou noir, c'est quelque chose qui tombe sur lui-même sans s'arrêter. Il n'y a rien qui l'arrête. Il tombe en permanence. Donc je pense que là, vous êtes maintenant assez bien spécialisé des étoiles. Donc si on résume, on va dire que ce qui nous compose, globalement c'est quoi? De l'eau, du carbone, de l'oxygène, et puis des éléments plus complexes comme le fer dans nos globules, par exemple. L'hydrogène, lui, il n'est pas fabriqué dans les étoiles. Il provient du Big Bang, de tout début du cosmos. Il est synthétisé
dans les 3 premières minutes du cosmos. Le carbone, lui, provient d'étoiles déjà assez massives. L'oxygène, encore plus. Le fer, c'est des supernovas. Donc, en conclusion, encore une fois, faisons-nous plaisir. Si un jour quelqu'un ici déprime un peu, souvenez-vous, vous êtes des restes de supernovas. C'est l'expression bien connue de Berries. Nous sommes poussière d'étoiles, c'est même mieux que cela. Poussière, c'est un... Moi, je prendrais un mot un peu plus joli. Nous sommes des enfants de supernovas. Ça, c'est les étoiles. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'embarquer pour faire un voyage. C'est l'hiver, il pleut, on va faire un joli voyage dans le cosmos, une croisière, une odyssée. Pour ceux qui se rappellent de l'Iliade et l'Odyssée, nous allons être argonautes pendant une demi-heure, et puis croiser vers les plus grandes structures connues du cosmos pour essayer de mieux comprendre ce qu'est le cosmos. Car en réalité, nous sommes dans une toute petite région infime du cosmos, et du temps aussi. Une mince fenêtre, mais observant le cosmos, on peut s'en faire une idée, une image mentale. Et je vais vous donner l'image mentale qu'on peut en avoir en 2015. Cette image change. Et peut-être que dans 500 ans, nos arrière-petits-enfants auront une image différente. Mais en 2015, voici ce qu'on sait du cosmos. On commence sur notre galaxie, la Voie lactée. Alors revenons à cette photographie. Donc vous avez tous vu la Voie lactée, comme ça. Je dirais, un jour dans votre vie. Peut-être pas aussi belle, parce que là c'est un temps de pause assez long, mais voici la Voie lactée. La Voie lactée, je pense que c'est ça qui est source de confusion chez la majeure partie des gens. Beaucoup de gens pensent que c'est quelque chose d'extérieur. On a l'impression que c'est un objet lointain, distant. On a l'impression qu'on peut la tenir, mais que c'est pas nous, c'est là-bas. D'accord ? Ce qui se passe, c'est tout l'inverse. C'est très étonnant. Nous sommes en plein milieu du disque. Enfin, pas tout à fait au milieu. En réalité, on voit la Voie lactée, si on la voit comme cela, c'est qu'on la voit de l'intérieur parce qu'on est dans le disque. Je vous la refais. Regardez. Par rapport à l'image qu'on a ici, là on voit bien qu'on a le centre. Pour ceux qui ne savent pas, peut-être qu'il y en a dans la salle, je sais que vous êtes astronome, mais ce centre est parfaitement visible, on n'est pas obligé d'aller en Namibie pour le voir. La Voie lactée fait un gros bourrelet dans la constellation du Sagittaire, très proche de la constellation du Scorpion. Donc en été, le Scorpion est visible dans le ciel. Si vous voyez la Voie lactée qui gonfle, vous voyez en réalité le centre de notre Voie lactée. C'est le bulbe. 400 millions d'étoiles dans cet endroit. Montrez-le à vos enfants, petits-enfants. Le centre de la Voie lactée est visible à nos latitudes et beaucoup de gens ne le savent pas. Donc la Voie lactée, c'est notre galaxie. Notre Soleil n'est qu'une étoile, parmi environ 250 milliards. Elles sont si petites les étoiles qu'elles ne sont pas résolues. Ça forme une sorte de lumière un peu continue. Et une galaxie comme la Voie lactée, ça a ce qu'on appelle une structure de spirale, un peu comme un siphon d'eau. Ça commence par donc cette grosse densité d'étoiles au centre, qu'on appelle un bulbe. Et puis il y a parfois des petites barres. Et à partir de là, commencent des grandes structures spirales. Donc on appelle ça des bras. Et nous, de l'intérieur, c'est assez compliqué. C'est pas facile de voir où on est. Bien sûr qu'on ne peut pas voir la Voie lactée comme cela dans le ciel. Il faudrait pouvoir faire un tout autre moyen de voyage, effectivement. Donc on est obligé de deviner. Donc ce qu'on voit, c'est guère plus que ce qu'on voit nous-mêmes à l'œil nu, à la campagne. Donc on voit la Voie lactée avec le renflement dans la constellation du Sagittaire. Et donc on est obligé de deviner si on est dans tel ou tel bras, alors que les bras, on ne les voit pas puisqu'on est à l'intérieur, dans le disque. Il existe malgré tout des techniques. On a des techniques en astrophysique, et on peut arriver à savoir que le système solaire, c'est donc une étoile, et il y en a plein d'autres, qui se trouve à peu près vers les 2/3 extérieurs, bon là c'est à peu près où il y a du disque, dans un bras, qui s'appelle le bras d'Orion, qui est coincé entre le bras de Persée et le bras du Sagittaire.
nous sommes dans un bras de galaxie. Alors, pour que l'image soit bien claire pour chacun de vous, quelles sont les étoiles qu'on voit dans le ciel le soir? Si ça, c'est le Soleil, les étoiles qu'on voit, c'est les étoiles qui sont ici. D'accord? C'est celles qui sont de la banlieue proche. C'est ce qu'on voit à l'œil nu. Les 2000 étoiles visibles à l'œil nu, c'est la toute banlieue proche du Soleil. C'est une toute petite fraction des étoiles. 2000 étoiles parmi 250 milliards. C'est presque la même proportion entre un village et l'ensemble de l'humanité. Donc voici la Voie lactée vue d'au-dessus. Si on pouvait la voir d'au-dessus, c'est une galaxie spirale. Voilà. Alors pour ceux que ça intéresse, c'est un peu plus... je vais passer un peu sur le schéma. Voici typiquement à quoi ça ressemble si on la voyait, cette voie vue de côté par la tranche. J'ai fait une thèse sur la matière noire et les halos noirs, c'est pour ça que j'aime bien montrer le souvenir, mais bon, on va passer, on a plein de choses à dire. Et puis, peut-être que vous savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est important de le dire. Voici à quoi ressemblera notre nuit dans 4 milliards d'années. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la Voie lactée, ça n'a pas changé. D'accord, c'est ce qu'on voit dans le ciel. Pourquoi est-ce qu'on a une grande galaxie qui est si proche de nous dans le ciel? C'est que nous sommes sur une trajectoire de collision avec la galaxie d'Andromède. Alors je suis désolé si je vous l'apprends ce soir, mais il n'y a pas d'échappatoire. Nos galaxies vont se percuter dans 4 milliards d'années, inéluctablement, sans que ce soit forcément catastrophique d'ailleurs. Alors ce qui est un peu étrange, donc là, qu'est-ce que c'est que la galaxie d'Andromède? C'est une galaxie qui actuellement est à 2,5 millions d'années-lumière, c'est-à-dire que 2,5 millions d'années à la vitesse de la lumière, donc relativement loin. Peut-être un petit aparté, pour bien comprendre ce dont on parle. 2,5 millions d'années à la vitesse de la lumière, c'est que quand la lumière est partie, et quand on voit aujourd'hui la galaxie d'Andromède, c'est en réalité une lumière qui est partie il y a 2,5 millions d'années, qui a voyagé tranquillement dans l'espace, qui est arrivée dans nos yeux, mais depuis, la galaxie a vécu 2,5 millions d'années. C'est-à-dire que voir la galaxie maintenant, c'est en réalité, quand la galaxie a commencé, c'est en réalité 2 millions d'années dans le passé. Puisque la lumière n'est pas instantanée, elle voyage tranquillement. C'est-à-dire que cette image, quand elle est partie de tous ces soleils qui composent Andromède, au moment où c'est parti, c'était il y a 2,5 millions d'années, nous étions quelque part au Kenya. Homo sapiens n'était pas du tout apparu. Et ça, c'est la photographie quand elle est partie dans l'espace. C'est pourtant la galaxie la plus proche de la nôtre. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que la gravité, là en l'occurrence, je vous ai dit que le cosmos était en expansion, on y reviendra, mais on a ici un petit contre-exemple local. La gravité est trop forte. Les galaxies, ces deux galaxies, la nôtre et Andromède s'attirent, et donc il y aura collision entre ces deux galaxies. Donc en tout cas, notre nuit va ressembler à ça. Il y aura vraiment la galaxie, bon ça ne bougera pas parce qu'il faut des échelles largement plus qu'humaines, mais si on avait des très lointains descendants, voici ce qui verrait la nuit dans le ciel. Donc je dis pas catastrophique parce que les étoiles sont très espacées. En réalité, il faut voir des galaxies presque comme des nuages de gaz. C'est comme si vous lanciez un nuage de gaz contre un autre nuage de gaz. En réalité, les gaz vont s'entremêler. Mais il n'y aura pas de collision entre les molécules. Si par soleil vous pensez molécules, sur les 500 et quelques milliards d'étoiles qui composent Andromède et les 250 milliards qui composent la Voie lactée, on pense qu'il n'y aura pas une collision entre étoiles. Par contre, il peut y avoir des passages proches, il peut y avoir des perturbations dans les systèmes planétaires, il peut y avoir des nuées de comètes qui sont déclenchées. Il peut y avoir peut-être potentiellement ça. Par exemple, ce qu'on pensait, c'est qu'il peut y avoir des effets de fronde, et il est très possible que le Soleil, en passant à côté d'une autre étoile, ait une déviation de sa trajectoire qui fait que le Soleil se retrouve à angle droit des deux galaxies qui sont en train de s'entremêler. Il est possible que le Soleil finisse quasiment au pôle Nord, largement au-dessus des deux galaxies.
c'est dans 3 milliards d'années. Si vous avez bien compris le cycle du Soleil, le Soleil sera déjà devenu une géante rouge, à 2 doigts de terminer en nébuleuse planétaire. Donc de toute façon, catastrophe pour catastrophe, j'espère qu'il y aura bien longtemps qu'on sera parti et qu'on aura émigré autour d'une autre étoile. Donc l'Odyssée commence maintenant. Donc voici à peu près à quoi ressemblerait notre galaxie si on la voyait de l'extérieur, c'est du artiste. Et on va se demander, on va zoomer de plus en plus grand sur les structures. Alors, qu'est-ce qu'il y a autour de la Voie lactée? Donc la Voie lactée, c'est Milky Way, en anglais. Ah, je crois qu'il y en a qui sont en train de découvrir que finalement les barres de chocolaté, finalement, c'était... Donc, on fait partie, et ça c'est dû à Edwin Hubble, de ce qu'on appelle, avec beaucoup d'imagination, comme vous le constatez, le groupe local. Il y a beaucoup de poésie, hein. Hubble n'était pas un poète. On aurait pu appeler ça le groupe Andromède, puisqu'Andromède est la très grosse galaxie du coin, on va dire. Mais non, ça s'appelle traditionnellement le groupe local. Qu'est-ce que c'est le groupe local? C'est la première petite tribu. En termes de hiérarchie des structures cosmiques, on a commencé donc par les étoiles, les sphères de gaz en fusion. Ces étoiles se regroupent dans des vastes îles, qu'on appelle des galaxies, comme la Voie lactée. Ces îles se rassemblent en petits archipels. Voilà. Ça, vous en êtes, là, on en est au niveau des archipels. D'accord? C'est des chapelets, plutôt que des archipels. Des chapelets d'îles. Il y a 2 grandes îles. La nôtre, la Voie lactée, et Andromède, celle qui nous fonce dessus. Ces 2 galaxies, qui sont toutes les 2 des galaxies de type spirale, parce qu'elles sont spiralées et très plates, elles sont entourées de chacune une petite vingtaine, quinzaine de petites galaxies. Vous en connaissez certaines, hein, le petit Grand de Magellan, pour la nôtre, galaxie de la petite ours, de la grande ours, etc. Voilà. Des galaxies qui, peut-être, sont des restes de collision, de fragmentation. Il est possible que ces galaxies soient des restes de collision entre grandes galaxies qui auraient fusionné pour former notre Voie lactée. C'est un modèle possible. Pareil pour Andromède. Et il y en a une petite troisième quand même de spirale à noter, la galaxie du Triangle, qui est visible pour les astronomes amateurs. M33, si vous avez des télescopes. C'est une jolie petite galaxie spirale, quasiment vue de face, très très jolie. Ça c'est la tribu, c'est chez nous. C'est l'environnement local du cosmos. On sait déjà beaucoup, hein, là. Même la plus petite de ces galaxies a au minimum quelques dizaines à centaines de millions d'étoiles. C'est le minimum. Donc ça c'est le groupe local. Alors ce groupe local c'est une petite tribu, c'est un chapelet. Ce chapelet il est lui-même contenu dans un plus grand archipel. C'est ce qu'on appelle un amas de galaxies. Les amas de galaxies, c'est véritablement étudié depuis 60 à 70 ans seulement. Tout ce dont je parle là, c'est de l'astronomie qui a moins d'1 siècle. Donc c'est spectaculaire les progrès quand même. Hein. Tout ça, c'est des connaissances de moins d'1 siècle. Ici, l'amas de la Vierge, je dirais que c'est connu depuis une 60aine d'années environ. On sait depuis 60 ans que notre groupe, ici, notre tribu, il y a d'autres tribus à côté, qui sont à peu près similaires, et qui forment quelque chose qui est lié par gravité. Tout cela s'attire, tout cela se tient par gravité, toutes les masses s'attirent là-dedans. Ici, on a une échelle d'environ 15 millions d'années-lumière, c'est le diamètre. Ça contient environ 2000 galaxies. Ça s'appelle une grande structure cosmique. Les amas de galaxies sont véritablement des structures cosmiques. Donc ça s'appelle l'amas de la Vierge. Pourquoi? C'est que la plus grosse partie de la masse, elle est ici. Et dans notre ciel, c'est dans la constellation de la Vierge. Donc ça s'appelle amas de la Vierge, amas de la constellation de la Vierge. Bon. Voilà, on appartient à ça. Le but, c'est d'avoir une adresse. Hein. On continue. Où sommes-nous? C'est ça la question. Cet amas, il est là. Il y a d'autres amas. Grand ours. On a ici notre groupe local. Il y a d'autres amas. Bornax, etc. Il y a une centaine d'amas
qui sont tous, encore une fois, gravitationnellement liés. Entre les amas, il y a du vide. C'est pour ça que c'est ce qui définit un amas, un groupe de galaxies. Eh bien ça, c'est un groupe de groupes. C'est un ensemble de plein de petits groupes de galaxies. C'est encore une structure qui est unifiée par gravité. Après, ça va s'arrêter, c'est pour ça que j'insiste dessus. C'est une sorte de poupée russe, si vous voulez. Là, on est au dernier étage du niveau de la poupée russe. On appelle ça un super-amas, parce que c'est un ensemble d'amas. Et il se trouve qu'on l'appelle encore super-amas de la Vierge. Alors c'est pour ça que ça, c'est comme source de confusion. Pourquoi? Parce que la majeure partie des galaxies, il y en a 16 000 à peu près, 16 000 grandes galaxies dans ce super-amas, c'est encore une fois dans notre constellation de la Vierge. Donc il ne faut pas se tromper. Parfois, sur Wikipédia, dans les journaux, vous allez voir amas de la Vierge ou super-amas de la Vierge, c'est en réalité des échelles différentes, mais ça a le même nom, donc c'est un peu trompeur. Ici, on est à 100 millions d'années-lumière. Pour traverser de là, pour aller de cette galaxie ici à cette galaxie ici, à la vitesse de la lumière, c'est 100 millions d'années. Vous êtes en train de comprendre que la vitesse de la lumière, c'est une tortue à l'échelle cosmique. Le cosmos est extrêmement vaste par rapport à la lumière. Ou dit autrement, on est sur une autoroute limitée à 1 km/h. Ça, c'est la lumière par rapport à la taille du cosmos. Et ensuite, vous allez me dire, est-ce qu'il y a des super-super-amas ou des super-super-super-amas? Et la réponse est non. Le cosmos est fait de telle sorte qu'ensuite, les super-amas se diluent, ou en tout cas, ils ne sont plus tenus par gravité. Alors ça, c'est très récent, c'est 2014. Ce super-amas dans lequel il y a notre galaxie et 16 000 autres, un groupe franco-américain, groupe de recherche, a proposé de redéfinir et en réalité d'agrandir largement. Donc je vous ai dit que le super-amas de la Vierge était environ 16 000 galaxies, et en étudiant le mouvement des galaxies, parce que les galaxies bougent les unes par rapport aux autres comme un gaz, où les molécules bougent, ça bouge, et en réalité ce qu'on pensait être d'autres super-amas, le super-amas Centaure-Hydre, Pavo-Indus, ces gens disent qu'en réalité, ce n'est pas des super-amas différents, c'est le même, il fait partie d'une autre, mais qui est plus grand. Et ils ont appelé ça, et c'est assez joli, l'Aniakea, qui en hawaïen veut dire horizon céleste immense. Et dans cette structure, il y a près de 500 000 galaxies. Donc nous sommes une galaxie parmi 500 000 dans une structure unifiée qu'on appellerait le super-amas l'Aniakea. Ça date d'il y a seulement 2 ans. C'est vraiment vaste, le cosmos. Je vous dis, une galaxie parmi 500 000 et c'est juste le super-amas local. Vous vous rappelez que chaque galaxie a des centaines de milliards d'étoiles. Donc, presque, ça peut faire peur, et puis on se dit, mais à quoi ça sert tout ça? Mais rappelez-vous que nous sommes des enfants de supernova. On continue, et enfin, on va pouvoir nous donner l'adresse. Ça s'arrête. Ces super-amas. Il n'y en a pas de super-super-amas, ça s'arrête, la gravité arrête de jouer son rôle, l'expansion commence à devenir dominante à ces échelles. En gros, ce qui se passe, c'est que le cosmos s'étend. On ne sait pas véritablement pourquoi, c'est une constatation. Hubble, en observant des galaxies en 1923, a constaté que toutes les galaxies fuyaient de notre perspective, elles partent toutes, sauf exception Andromède, à cause de la masse. Mais sinon, n'importe quelle partent. Et si on se mettait sur une autre de ces galaxies, vue d'une autre galaxie, ça serait la même chose pour elle. C'est-à-dire que, en gros, le cosmos est un gâteau aux raisins mis au four, tous les raisins s'éloignent de tous les autres raisins. C'est ce qu'on appelle l'expansion cosmique. Il n'y a pas de dans quoi, c'est dans rien. Il n'y a pas de rien même. En fait, c'est juste que la question n'a pas de sens. J'ai essayé de ne pas vous perdre, mais il n'y a pas d'ailleurs. Il n'y a pas hors de l'univers. L'univers est par définition ce qui contient tout. S'il y avait quelque chose à 1 mètre de l'univers, par définition, il ne contiendrait pas tout, puisqu'il y a quelque chose hors de lui.
Donc, il n'y a pas d'extérieur à l'univers, sinon cet extérieur serait contenu dans l'univers. Donc l'univers est le seul objet qui n'est pas contenu. Nous sommes à l'intérieur, nous sommes des petits poissons dans l'océan. Il y a un océan autour de nous. Et depuis le premier jour de notre vie, nous sommes habitués à avoir quelque chose autour de nous. Donc pour nous, tout est contenu, sauf un objet, l'univers, qui ne peut pas, par logique, être contenu. Sinon, il ne serait pas l'univers. Par définition, c'est le seul objet qui contient tout. Donc il se contient lui-même. Donc il s'étend dans lui-même. Je sais bien qu'à un moment, c'est pas facile à suivre. Mais dites-vous simplement qu'il y a une possibilité que nos représentations, parfois, ne peuvent pas être suffisantes. Parce qu'on est habitué, du premier jour de notre naissance, à être dans certaines conditions naturelles. On vit, on meurt, on est contenu dans quelque chose, donc pour nous, tout est contenu. Donc ce gâteau au raisin qui s'étend sans être contenu dans rien, il est fait de raisins, les superamas, et ces superamas s'étendent tous, enfin, disons même des galaxies. Des galaxies s'étendent se partent toutes les unes des autres. Mais ce qu'on constate quand même, et ça c'est donc l'expansion, donc vous avez vu que des fois la gravité est contrebalancée, l'expansion n'est pas assez forte, et donc la gravité dit, ben voilà, par exemple, typiquement, Andromède et nous, on s'attire, elle nous fonce dessus, mais c'est pour les toutes petites échelles. Et donc ce qui se passe, c'est que ces supermas de galaxies, donc ils s'éloignent tous, mais parfois il y a des restes de formation, d'où ils viennent, d'immenses nuages, d'immenses torsades d'hydrogène. Parce que ça, c'est l'hydrogène qui a tout formé, les étoiles, les galaxies, etc. Et donc, quand on voit un superamas avec une traîne d'hydrogène, et puis un superamas avec une traîne d'hydrogène, avec un superamas, etc., c'est ce qu'on appelle des filaments. Mais ce n'est pas des choses qui sont tenues gravitationnellement. En fait, c'est en train de se diluer. Sauf qu'on les voit. Et c'est parfois quelque chose que vous allez trouver dans la littérature. Vous allez entendre parler de quelque chose qui s'appelle des grands murs de galaxies. Peut-être que certains dans la salle ont entendu parler de grands murs de galaxies. Si j'en parle, c'est que face à la Voie lactée, il y a une très grande structure qui a l'air d'être pratiquement plane, un hasard, composée d'environ 600 000 galaxies. Et c'est ce qu'on appelle le grand mur. CFA2, ne vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué, c'est juste le nom de l'institut. C'est Center for Astrophysics. Et c'était le deuxième survey, donc il a appelé CFA2. Ça date de 1989. Donc, en conclusion, est-ce qu'il y a des plus grandes structures que ce grand mur? Oui, peut-être, mais plus loin. Et en tout cas, c'est le seul et unique filament qu'on a face à nous. Ça suffit à nous définir. Ça suffit pour que si un jour vous voyez un extraterrestre à l'autre bout du cosmos, pour qu'il vous écrive, pour qu'il vous envoie une carte postale, il va falloir que vous vous situiez. Vous êtes sur la Terre, d'une étoile jaune qui s'appelle le Soleil, qui est dans le bras d'Orion de la galaxie Voie lactée, qui se trouve dans le groupe local de l'amas de la Vierge, du superamas de la Vierge, face au grand mur CFA2. Et là, si ce n'est pas suffisant, nous repérer. Mais ceci est notre adresse cosmique. Voilà où on habite, même si ça a un sens assez réduit. Allez savoir si l'espace n'est pas infini, auquel cas ça n'a aucun sens. Donc, en tout cas, on secondait. D'accord? Vous suivez tous? Bien. Ne vous inquiétez pas, on arrive à la fin. Mais je vous ai dit que je tenais à ce que vous sachiez où vous habitiez vraiment et comment ça se structurait. Vous avez une adresse. Ça veut dire que vous savez à peu près que notre galaxie est dans des amas, dans des filaments, etc. C'est très bien. Sauf que il faut comprendre ce que ça veut dire, ce qu'on voit vraiment dans le ciel. C'est-à-dire, derrière les 2000 étoiles, il y a des galaxies, quand on a des télescopes puissants. Plus loin encore que ces galaxies, par exemple avec le télescope spatial Hubble, on peut voir des champs de galaxies, d'accord? Ces champs donc
en réalité, les galaxies forment des amas, des concentrations, des filaments, mais qu'est-ce qu'il y a encore derrière? Dans l'ensemble, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut capter dans toutes les directions, on appelle ça la sphère visible. Et on sait depuis une trentaine d'années qu'on n'arrive pas à avoir une lumière plus vieille que 13,8 milliards d'années. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une sorte de commencement. Il y a eu une sorte de début. En tout cas, pour notre cosmos. Notre cosmos, ce qu'on voit autour de notre galaxie, c'est vieux de environ 14 milliards d'années. Comme ça s'est étendu pendant ce temps, ça nous fait en réalité un rayon visible 3 fois plus grand. On peut voir 14 milliards d'années à peu près dans le passé, la lumière la plus vieille qui a été émise, mais vu du cosmos, ça fait un rayon de 46 milliards d'années-lumière. Ne vous inquiétez pas avec ces chiffres, la question, c'est pas du tout ça l'important. À la limite, vous oubliez. Tout ce que ça veut dire, c'est que, vu de chez nous, on est au centre, artificiellement, et qu'on regarde, on pointe nos télescopes au plus loin qu'on pourrait jamais voir en théorie, c'est ça. La lumière, même les ondes gravitationnelles, les neutrinos, n'importe quoi. Parce que, ici, s'il y avait une galaxie et qu'elle émettait de la lumière, sa lumière, elle a traversé 14 milliards d'années, ben actuellement elle est là. Et nous, on est là, je vous rappelle. On ne peut pas la voir. Et la question est de savoir finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière cet horizon? Eh bien, en fait, on se retrouve exactement, et puis ça fait une jolie boucle avec l'Odyssée et l'Iliade et Ulysse, on est sur un bateau, on est à la vigie, on est à, disons, 4-5 mètres de hauteur, et on regarde tout autour de nous. On est en pleine mer, donc on voit de l'eau partout, à peu près, on a une vision environ à 5-6 km, à peu près, à 5 mètres de hauteur. Par quelle chance, en pleine mer, par quel manque d'humidité, est-ce qu'on aurait le droit de dire, bah, après ce qu'on voit, la mer s'arrête? Ce que faisaient nos anciens en pensant que la Terre était plate. Dit autrement, mais bien sûr que ça continue. Nous ne sommes pas dans une région privilégiée, on n'a rien de particulier, on est une galaxie parmi des milliards et des milliards. Donc, est-ce qu'il y a d'autres galaxies après cet horizon de lumière? Ah oui, bien sûr. La question, c'est de savoir s'il y en a à tout jamais, c'est-à-dire est-ce que l'espace est infini, ou est-ce que ça s'arrête? C'est ça ce que ça veut dire, est-ce que l'univers est fini ou infini? C'est une question qu'on peut se poser, qu'on trouve dans les journaux, etc. Alors ça, dit comme ça, c'est un petit peu faux en plus. Il ne faut pas parler d'univers fini ou infini, il faut parler d'espace fini ou infini. L'univers, c'est représenté mathématiquement par l'espace-temps, un agglomérat d'espace et de temps. Donc ça n'a pas de sens de dire fini ou infini, parce que, par exemple, si l'espace est fini et le temps infini, ça ne marche pas. L'univers devient infini alors que l'espace est fini. Donc c'est vraiment l'espace, c'est la mer. Est-ce qu'au-delà de l'horizon de notre vue, la mer continue, et si oui, combien de temps? Est-ce qu'il y a une côte quelque part? Est-ce qu'il y a des rochers et une terre? Ou est-ce qu'en réalité l'océan ne s'arrête jamais? Et en fait, on va symboliser ça comme ça. Et après, c'est le truc le plus compliqué, vous verrez, mais ça va encore. Hein. Deux possibilités, un espace fini ou un espace infini. On ne sait pas dire. Est-ce qu'on pourra savoir un jour le dire? C'est pas évident. C'est pas évident parce que il y a au moins quelque chose qui pourrait nous donner un indice. Si vous êtes capitaine sur un bateau et que vous voyez, du haut de la vigie, imaginez que vous arriviez à calculer que vous voyez des bateaux à 5 km. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la rondeur, la courbure de la planète qui porte votre océan, elle est telle que vous voyez à 5 km. Imaginez que sur la vigie d'un bateau, vous arriviez à voir des bateaux à 1 million de kilomètres.
vous allez en déduire quoi? Vous allez en déduire que la planète qui porte votre océan, imaginons qu'elle soit inconnue, elle doit être titanesque. Elle doit avoir un rayon elle-même énorme pour que l'océan soit si plat. D'accord? Eh bien, c'est ce qu'on observe, nous, dans notre cosmos. On arrive à calculer la platitude du cosmos. C'est-à-dire que si vous prenez 3 galaxies, vous tracez un triangle avec des galaxies, vous faites la somme des angles. Vous vous rappelez ou pas? C'est censé faire quoi? Si c'est plat. 180. 180. Si c'est plat. Si c'est sphérique, c'est plus que 180. Ouais. Si c'est hyperbolique, c'est moins que 180. Et bien ce qu'on mesure, c'est 180 points, enfin en réalité, soit 179,999, soit 180,001. Notre cosmos est incroyablement plat. Ça a été mesuré il y a une trentaine d'années. Ça a été une révolution. Parce qu'il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Pourquoi ça plutôt qu'autre chose? En fait, tout porte à croire que notre cosmos est porté, comme l'océan par la planète, il est porté par un espace-temps qui aurait des dimensions colossales. Ce qu'on pense être déjà très grand, là, avec nos grands filaments de galaxies, etc., ce qu'il y a derrière et qu'on ne voit pas, ce serait la même proportion qu'entre un grain de sable et la planète Terre. Nous, on voit un grain de sable. Et tout ce qu'il y a derrière, c'est la planète Terre. C'est le type de proportion qu'on peut voir. Mais là, ça vous dit que même si l'espace peut être fini, il est titanesque, mais il peut être carrément infini. C'est une possibilité théorique. Donc, ce que je vous ai dit sur la platitude, ça nous donne au moins de petites contraintes, et ça ne nous donne qu'une contrainte sur l'espace minimum. On ne sait pas au maximum combien il peut être, mais il doit être d'au minimum une taille déjà énorme. Donc on a vraiment du mal à contraindre l'espace. On a quasiment terminé, et je vais terminer sur un petit peu de Kandinsky ou de Delaunay. C'est la touche poétique finale. Récapitulatif. Nous habitons une galaxie. Cette galaxie se trouve dans une sorte de poupée russe de groupes de galaxies de plus en plus gros. On habite dans le cosmos, c'est-à-dire la sphère visible. Autour de nous s'étendent des milliards de galaxies jusqu'à un certain rayon, parce que la lumière est finie, et parce que la lumière a un certain âge, 14 milliards d'années. Bien. Cette boule, je vous ai dit qu'autour de la boule, on ne savait pas, mais il y avait de fortes chances, et à cause de la platitude qu'on peut observer dans notre cosmos, on pense que ce qu'il y a autour, qui nous sera à tout jamais invisible, à tout jamais, parce que la lumière ne va jamais nous parvenir, c'est hors de notre horizon. Ce truc-là, on ne sait pas si c'est fini ou infini, mais on sait que c'est très très grand, c'est le minimum. Ceci, messieurs, dames, l'ensemble de cette chose-là, qui contient, ça s'appelle l'espace-temps. C'est ça l'espace-temps. L'espace-temps, c'est une sorte de matelas d'eau, de nappe, qui contient de l'espace et du temps, dont notre cosmos, mais plein d'autres billes de cosmos partout. Et on ne sait pas si ça s'arrête ou si ça ne s'arrête pas. Et ce dessin, c'est encore autre chose. Là, j'espère pas vous perdre. On va un peu plus dans le spéculatif. Ce sont des théories très récentes, modernes, qui consistent à dire que notre espace-temps, où il existe une modélisation, il y aurait d'autres espaces-temps, comme un foisonnement, comme une floraison d'espace-temps, qui auraient tous des propriétés différentes. C'est-à-dire que nous sommes ici, par exemple, ça serait la forme géométrique de notre espace-temps, ça c'est notre cosmos, c'est nous, petits humains, et qu'autour de notre espace-temps, il y aurait des espaces-temps où, ici, la vitesse de la lumière serait différente, les autres constantes fondamentales seraient différentes, ce qui fait que sa forme géométrique serait différente, etc. etc. Il existe des modèles en physique théorique qui disent que naturellement se créent des floraisons d'espace-temps, tous les uns sur les autres. Et c'est globalement l'image la plus récente qu'on peut se faire de là où on habite.
hors de notre espace-temps, il est possible qu'il y ait une infinité d'autres espaces-temps. Et après, 3 petits points. Je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est ce qu'il y a de plus moderne, c'est la vision la plus actuelle. Il faut juste que vous gardiez à l'esprit que ceci, et c'est vraiment spéculatif. Par contre, qu'il y ait des galaxies hors de la sphère observable, ça c'est une certitude. Et que l'univers soit fini, c'est-à-dire que notre espace-temps, en réalité pas l'univers, l'univers c'est la collection de tous les espaces-temps. Que notre espace-temps soit fini ou infini, on ne le sait pas, et on risque d'avoir des difficultés de le savoir un jour. C'est très difficile à déterminer. Donc on habite, pour finir sur une petite note peut-être plus philosophique, donc on habite a priori, visiblement, dans un espace-temps, ou en tout cas un univers, même dans son ensemble, qui est véritablement titanesque. Si vous pensiez que c'était grand, j'espère vous avoir fait la démonstration que c'était encore bien plus grand que vous imaginiez. Donc finalement, je vais peut-être terminer sur une note peut-être plus personnelle. Quand j'ai pris conscience de ça, en gros, dès la fin de mes études, quand j'avais 27 ans. Et ça a créé peut-être chez moi une forme de comment dire, de passivation, de se dire, bah, quelle importance. Si notre planète disparaît du jour au lendemain, qui va s'en rendre compte dans un univers aussi titanesque? Même le cosmos. Et finalement, c'est un peu désespérant de penser comme ça. Mais en même temps, ça permet de relativiser bien des malheurs, bien des problèmes. C'est une façon. Et en fait, je me suis aperçu qu'on pouvait voir les choses totalement différemment. Dans un univers aussi grand, qui serait une collection d'espace-temps, on pouvait au contraire voir des solutions sur, par exemple, notre salvation individuelle, mais plus du coup intérieure. C'est-à-dire que c'est si grand que l'univers, si ça nous dit quelque chose, c'est que la solution ne peut pas être extérieure, elle ne peut pas être dans la matière. On ne va pas conquérir l'infini. C'est absurde. On ne va pas conquérir des millions d'espaces-temps, on est bien d'accord. Et on ne peut pas survivre, on va survivre 3 milliards d'années ou 10 milliards, mais on ne va pas survivre l'éternité, ça n'a pas non plus de sens. Donc finalement, la solution, à mon avis, elle ne peut être qu'intérieure. Donc ça ouvre plus des questions vers une forme quelconque de spiritualité, certainement. Et à mon sens, c'est un peu ce qui fait le pont entre l'astrophysique et la spiritualité. Je vous remercie. Je vous propose de questions ouvertes et vraiment tout ce que vous souhaitez. Oui. Bonsoir. D'abord, merci beaucoup pour cette conférence qui donne le vertige, véritablement. Moi, ce qui me frappe, c'est sur vos propos, très jolis propos de fin, c'est que finalement, vous êtes philosophe également. Donc on a commencé par la métaphysique, on arrive à l'astrophysique, finalement l'astrophysique nous ramène à la métaphysique. Donc on a l'impression, là encore, de faire une boucle d'une certaine manière. Mais ma question était plus, un peu plus technique, technique, je m'entends, sur la lumière dont vous parliez, dont vous disiez celle que nous percevions pouvait être plus vieille que de 13, quelque chose milliards d'années. 8. Est-ce que c'est lié au fait que cette courbure très très légère nous empêche de voir la lumière qui pourrait venir de plus loin, ou est-ce lié au fait que nous n'avons pas les instruments encore pour voir une lumière plus ancienne? Non, en fait, c'est indépendant des instruments. C'est finalement pas directement lié, c'est pas lié peu lié à la courbure en réalité. Ce qui se passe, c'est que on ne sait pas si l'univers, en tant que collection d'espace-temps, ou en tant que l'ensemble de l'espace-temps, a eu un commencement. En fait, l'univers, on n'en sait rien.
Par contre, ce qu'on sait, c'est que notre espace-temps, dans lequel il y a une petite boule qui est le visible, nous sommes dans l'océan. On a une lampe torche, on est en plein milieu de l'océan, en plongée. Avec notre lampe torche, on voit à 10 mètres autour de nous. Des poissons, des choses. C'est la nuit. Hein. On voit rien, on voit juste des petits trucs brillants. Ça, c'est le cosmos. D'accord? L'océan dans son ensemble, qui porte notre boule de lumière, ce qu'on voit autour de nous, c'est l'espace-temps. L'espace-temps, notre cosmos, a un début. Parce que toutes les galaxies s'éloignent toutes les unes des autres. On le sait, c'était comme ça il y a des milliards d'années, parce qu'on voit que toutes les galaxies s'éloignent toutes proportionnellement. Et donc, en fait, il suffit de faire le film à l'envers. En fait, actuellement, c'est ce qu'on voit. On voit ça. Donc, il suffit de faire le film à l'envers pour voir ça. On continue, jusqu'à quelque chose de très, très, très petit. Attention, notre espace-temps n'a jamais eu moins, a priori, de 4 dimensions. Ça a toujours été un volume. C'est pour ça que l'image qu'on voit souvent dans les journaux, de voir un point explosif, est véritablement très très faux. Ça n'a jamais été un point, le cosmos. Certes, il a eu une taille, une densité vraiment énorme, mais le cosmos, je vous ai dit, il y a ailleurs ce qu'on ne voit pas. En réalité, l'espace-temps, c'est une collection, c'est tous les cosmos collés les uns aux autres. C'est comme notre lampe torche. On est dans l'océan la nuit. On regarde, on voit à peu près à 5-10 mètres à une lampe torche, d'accord? Ça, c'est le cosmos. Si on se mettait à 10 mètres, qu'on mettait un coup de lampe torche, on verrait 10 mètres encore. Eh bien, on pourrait voir tout l'océan, d'accord? Nous, on sait que notre cosmos, il est né il y a 14 milliards d'années, parce que toutes les galaxies font comme ça, donc il suffit de faire le film à l'envers. On suppose, mais c'est une supposition, que logiquement, tout le reste des cosmos a suivi le même comportement. Il n'y a pas de raison, en réalité. Si par exemple, bon, je ne peux pas utiliser trop l'image de l'océan, mais il n'y a pas de raison particulière. Donc on suppose que l'espace-temps, dans son ensemble, a subi un certain événement, il y a 13,7 milliards d'années, qu'on appelle le Big Bang. Le Big Bang, ça veut juste dire que l'espace-temps est passé par un état dans lequel il a été dans une densité de matière et d'énergie extrême, pas singulière. Il y a actuellement, on pense fortement, la plupart des modèles supposent que l'espace-temps est un transitoire. Ce n'est pas une origine. Ça, c'est ce qu'on pensait il y a 50 ans. Maintenant, à peu près tout le monde pense que c'est un transitoire. Il y a un avant Big Bang. La théorie des cordes, la gravité quantique à bout. Toutes les deux prédisent que l'univers provient d'une sorte de rebond. Il y a un avant. Comme si l'univers avait, dans un miroir, un temps symétrique. D'accord? Donc, pourquoi la lumière a 14 milliards d'années? C'est que, il y a 14 milliards d'années, s'est produit cette dilatation, ce Big Bang. Notre espace-temps a une sorte de graine, certes. Avant, il était un espace-temps qui a fait comme ça, et la graine s'est redilatée. Et on est dans cette période-là, d'accord? Ça, c'était il y a 14 milliards d'années. C'est-à-dire que la lumière que l'on voit actuellement, des objets, ne peut pas être plus grande que 14 milliards d'années, puisque c'est le début. C'est le début. C'est le début pour nous. C'est le début. Attention, ça c'est vu de notre lampe torche. Ouais. C'est les poissons dans notre lampe torche. C'est-à-dire que notre espace-temps a subi quelque chose. Et notre espace-temps est dynamique. Il a eu, a priori, un avant Big Bang. Il y a dans certains modèles, aussi, je ne peux pas partir sur le vertige, certains modèles, par exemple en théorie des cordes, disent que le Big Bang c'est une collision entre deux univers. Notre espace-temps, notre espèce de nappe en flottaison, on va dire, dans un espace-temps plus vaste, en théorie des cordes il y a 10 dimensions spatiales. Dans un espace, nous on en a 3. Il y aura un autre espace-temps à 3 dimensions qui aurait collisionné, les deux s'échapperaient les uns comme ça. Cette collision, cet embrasement, c'est le Big Bang. Ça c'est un autre modèle. C'est encore bien sûr très spéculatif, évidemment. À la limite du testable. Hein. Là, je ne vous parle même pas de... C'est plus une question de télescope, pratiquement. Donc c'est très spéculatif. Mais c'est un autre modèle possible. Tout ça pour dire que
il s'est passé quelque chose il y a 14 milliards d'années. Par contre, plus personne, pratiquement, en tout cas moi pas, croit que c'était une origine, un fiat lux. Il est largement plus probable que ce soit un transitoire, ce qui donne d'ailleurs un effet de perspective encore plus vertigineux sur l'univers dans son ensemble, puisque là la question de l'éternité se pose. Il n'est pas du tout absurde de penser que l'univers dans son ensemble soit éternel. Par contre, il y a 14 milliards d'années, il s'est passé quelque chose. Merci. Donc on devrait parler d'univers au pluriel. Alors soit univers, alors de multivers, effectivement. Moi je préfère parler en fait d'univers un peu comme alors je vais dire ça comme ça. C'est une image qui est un peu fausse que je vais vous donner mais qui va vous permettre de vous situer. Notre cosmos, c'est un salon. Ce salon, il est dans un appartement. C'est l'espace-temps. On va dire que notre appartement est vaste et qu'il fait tout un étage d'immeuble. L'espace-temps, c'est un étage d'immeuble. Nous, on est dans le salon, le cosmos. Toute petite partie de l'espace-temps. C'est un espace-temps. L'étage au-dessus, c'est un autre espace-temps. L'étage en dessous, c'est un autre espace-temps. L'immeuble, c'est l'univers. Moi, j'ai une petite question à vous poser. Einstein disait, en plaisantant, donnez-moi un télescope assez puissant et je pourrai voir mes arrières. Où est-ce que vous en êtes au niveau de la vitesse de la lumière? Est-ce qu'elle est constante? Est-ce que la ligne droite existe dans le... C'est la question qui était soulevée. Enfin, le grand battement d'aile de la pensée qui est né avec Einstein, pour reprendre l'expression de Carlo Rovelli, que j'aime bien. Donc, c'est Einstein, sa grande nouveauté, c'est d'avoir fait disparaître la gravité, comme un tour de passe-passe. Il a dit, tout ce qui se passe, la pomme qui tombe, la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est pas une force. Ça, c'est ce qu'on apprend en seconde avec Newton, mais c'est une vision du monde qu'on sait être une approximation. En réalité, il a dit, la force n'existe pas. C'est qu'une histoire de géométrie. C'est la forme. C'est-à-dire qu'en fait, la Terre n'est pas attirée par le Soleil. C'est que la Terre tombe dans une cuvette dans laquelle il y a le Soleil au centre. La Terre, c'est une bille de polystyrène, comme la roulette. Vous faites tourner ça tourne tout le temps. Parce que la roulette, ça s'arrête parce qu'il y a des forces de frottement. L'espace est quasiment vide, il n'y a pas de force de frottement. La Terre est une bille de polystyrène qui tombe régulièrement, en permanence, dans un creux creusé par la masse du Soleil. Un trou noir n'est rien d'autre qu'un creux dans la percale de l'espace-temps, un creux qui est même à la limite d'avoir trouvé l'espace-temps, c'est à la limite de la singularité des trous noirs. C'est assez mal compris. Mais c'est la même chose, c'est le même principe. L'espace-temps, c'est une nappe élastique sur laquelle vous avez mis des billes de plomb qui déforment. La lumière suit comme une goutte d'eau sur une statue. La lumière suit l'espace-temps. Si l'espace-temps se courbe, la lumière va se courber. Si l'espace-temps se déploie, en gros, la lumière va suivre toutes les formes de l'espace-temps. Donc, est-ce qu'il y a une ligne droite? Si l'espace-temps est droit, oui. Sauf qu'en général, ce n'est pas le cas. Là, il est globalement très droit, parce qu'en réalité, notre espace-temps contient extrêmement peu de matière. Dans les premiers modèles, en 1917, dans les premiers modèles de l'espace-temps, on négligeait la matière. On disait la matière n'existe pas. Ça faisait des très bons modèles. Nous sommes parfaitement négligeables. La matière, c'est une pellicule par rapport à la vastitude de l'espace-temps et par rapport à l'énergie qui le remplit à peu près uniformément. Donc, ligne droite, non. Ensuite, la lumière, je ne connais pas de tentative vraiment sérieuse d'essayer de la faire bouger. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que
La relativité restreinte, qui est la première théorie historiquement d'Einstein, suppose une invariance de la lumière. Invariance dans l'espace, mais aussi invariance dans le temps. C'est une sorte de... Alors, c'est une constante fondamentale. La lumière apparaît partout, y compris dans la longueur de Planck, aux échelles les plus infimes de l'espace-temps. Il y a la vitesse de la lumière. La lumière construit la structure de l'espace-temps. Participe des plus petites structures possibles imaginables de l'espace-temps. Dans certains modèles, actuellement, on pense que l'espace-temps, c'est une collection de tout petits volumes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de continu. L'espace-temps est discret, il est comme une pixelisée. Comme quand vous regardez une image sur votre téléviseur, vous pensez que c'est continu, et si vous regardez de très près, vous voyez les tout petits cristaux. L'espace-temps pourrait ressembler à ça. C'est une théorie tout à fait sérieuse. C'est issue de quelque chose qui s'appelle la gravité quantique. Donc, on pense, il est possible que l'univers, que l'espace-temps soit granulaire. D'accord ? Et dans aucun de ces modèles, ni ça, ni la théorie des cordes, pour l'instant, ces modèles sont construits sur la relativité, qui est construite sur une invariance. La lumière ne bouge pas, ni dans le temps, ni dans l'espace. Après, si un jour, avec des équations, si vous faites varier C, que ça arrange tout, les gens vont vous suivre. Vous avez parlé de l'expansion de l'univers. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce qu'on imagine du futur? Est-ce que cette expansion va continuer ou est-ce qu'il va y avoir un moment où le système va s'inverser pour revenir Alors actuellement, on sait depuis 1998, et c'est d'ailleurs ce qui a fourni 3 prix Nobel aux 3 équipes du Supernova Cosmology Project. Je vous ai parlé des supernovas tout à l'heure pour dire à quel point elles sont importantes, vous pouvez du fer dans nos globules. Et les supernovas ne sont pas uniquement importantes pour ça. C'est les objets favoris des cosmologistes, les supernovas. Donc ces étoiles explosives très massives. Parce qu'elles sont visibles, elles sont tellement brillantes. Ça 100 milliards de degrés pendant quelques fractions de secondes, et puis après ça dure des semaines, leur lumière. C'est des objets qui sont visibles, c'est les seules étoiles qui sont visibles dans d'autres galaxies. Et ça nous sert d'étalon. C'est grâce à ces supernovas qu'on arrive à peu près à estimer la distance. Parce qu'une galaxie quelconque, on peut savoir où elle est. 1 million d'années-lumière, 10 millions, comment savoir? Et globalement, il y a 2 choses qui permettent de le savoir. Les supernovas, qui sont des bons étalons de distance, parce qu'en fait, on voit leur courbe de lumière s'étirer, on arrive à savoir, grâce à cela, où est-ce qu'elles sont. Et le deuxième étalon de distance, c'est l'effet Doppler, comme les sirènes qui passent à côté de nous, qui font pimpon très vite, et ça s'appelle l'effet Doppler, et donc on voit les galaxies avoir des raies, je vois les spécialistes de spectro, des raies qui sont décalées, ça s'appelle le redshift, décalé vers le rouge, et grâce à ça, on arrive à estimer leur vitesse, et donc leur distance. Et j'ai perdu le fil, quelle était la question? L'expansion. Donc en fait, en 1998, en étudiant ces supernovas de type 1 dans d'autres galaxies, 3 équipes différentes, une australienne, une américaine et une dernière, je crois, européenne, sont toutes tombées sur un truc que personne ne prévoyait. Mais alors, surprise. Il y a eu 3 ans, donc ça a été le prix Nobel pour les 3. L'expansion, en réalité, n'est pas une expansion régulière. C'est pas comme notre gâteau raisin qui cuit tranquillement dans le four. C'est une expansion accélérée. Ça s'étend de plus en plus vite. D'accord? Donc, pas du tout prévu par les modèles. Donc les modèles, on a dû leur rajouter de la levure. Ça s'appelle l'énergie noire. L'énergie noire, c'est ce qu'on rajoute au gâteau pour expliquer qu'il grandit si vite dans le four. Donc, c'est une forme d'énergie mystérieuse, etc. C'est assez décrié. Et cette énergie, elle est archi-dominante. Si elle existe vraiment, ce n'est pas nos modèles qui sont faux, si elle existe vraiment, c'est 65% du contenu énergétique de l'ensemble de l'espace-temps. Donc, elle dirige l'avenir de l'espace-temps. Et actuellement, elle fait que l'espace-temps, normalement, dans la plupart des modèles à l'heure actuelle, s'ils sont vrais, s'étend de manière accélérée, sans jamais s'arrêter.
On n'est pas du tout dans un modèle qui va s'arrêter un jour pour se recroqueviller. Ça, c'est ce qu'on pensait il y a 40 ans, mais à cause de 1998 et à cause de l'énergie noire, on est au contraire dans un scénario de Sahara. Un scénario de désertification, de raréfaction, dans lequel la matière va s'étioler peu à peu. Je suis désolé, hein, je n'ai pas que des bonnes nouvelles, mais j'y peux rien. Ça ne nous empêchera pas de dormir, puis qu'est-ce qu'on peut y faire? Oui. Est-ce qu'on peut s'orienter dans l'univers? C'est-à-dire qu'en fait, les galaxies les plus anciennes doivent se trouver à la périphérie de la sphère, là, comme de 46 milliards d'années-lumière que vous signalez. Elles ne sont pas plus anciennes, attention. C'est celles dont on voit la lumière plus ancienne, mais depuis que leur lumière est partie, elles ont évolué. Elles en sont même stade que nous. Ouais. C'est en gros, si on mettait des horloges un peu partout, les horloges mettent à la même date maintenant. Mais elles sont encore existantes, ces galaxies. A priori, elles sont si elles... Puisque vous dites que les étoiles rouges peuvent vivre 800 milliards d'années, donc on n'a jamais vu une étoile rouge mourir encore. Probablement que... Bah, ok, Oui, donc en fait, les anciennes, la matière ancienne se trouve plutôt à l'extérieur de la sphère. Donc c'est pour voir comment s'orienter, comment vous vous orientez par rapport à cette sphère. Alors, et puis au centre, là où il y a eu le Big Bang à l'origine, il ne doit plus y avoir d'hydrogène, donc il n'y a plus de matière, il ne doit plus y avoir de galaxies ni d'étoiles. Alors malheureusement ça ne fonctionne pas comme ça. Et si du coup j'ai pas complètement bien fait mon job si vous avez cette image là, parce que ce qui se passe c'est que la sphère visible, on est au centre de la Voie lactée, on regarde au plus loin qu'on puisse voir, donc jusqu'à 14 milliards d'années, mais on reçoit la lumière, quand on reçoit de la lumière au plus loin, c'est la lumière donc émise très tôt. Depuis, ces galaxies ont continué à évoluer, elles ont envoyé de la lumière, donc en réalité, tout le monde est au même stade, il n'y a pas de galaxie plus vieille que nous. On regarde loin, donc on regarde tôt, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas continué à évoluer indépendamment. C'est juste qu'elles vont continuer à envoyer de la lumière. Toutes nos horloges sont synchronisées sur midi. Oui, mais si comme l'univers est en expansion. Où on regarde, c'est pas ni le centre ni l'origine. Alors, pour en revenir là, parce que le Big Bang, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est que nous sommes donc, on a notre petit faisceau de lumière là en plein océan. L'océan, c'est l'espace-temps. Il n'y a aucun point privilégié. Vous êtes en plein océan la nuit. Comment vous voulez dire dans un océan, si c'est mieux d'être là qu'être là? Vous oubliez les latitudes et les longitudes, d'accord? Vous êtes au milieu de l'océan, sur un bateau, et vous ne savez pas où vous êtes. C'est notre situation. On ne sait pas où on est, d'accord? On est en plein océan. Ici, là, je plonge, là, je peux plonger, c'est les mêmes fonds partout. Qu'est-ce qui est le mieux? C'est exactement pareil pour l'espace-temps. Il n'y a pas de vue privilégiée. Ce cosmos, le nôtre, on est artificiellement au centre, parce que c'est nous qui regardons. Mais quelqu'un qui habite dans une galaxie à l'autre bout, lui, son cosmos, il couvre une partie d'une autre, et puis toute une partie qu'on verra jamais, qui est de l'autre côté, pour lui. Vous suivez ou pas? Ok. Bah, lui, il a autant de légitimité que nous. En réalité, le Big Bang, c'est une dilatation de l'espace-temps en tout point, sans aucun point privilégié.